Bienvenue à tous. La dette publique dans les régions atteint des niveaux jamais observés depuis des décennies. Selon le Fonds monétaire international, le ratio d'endettement moyen en Afrique subsaharienne a presque doublé en seulement 10 ans, passant même de 30% du PIB à la fin de l'année 2013 à un peu moins de 60% du PIB à la fin de 2022. Conséquence, le coût du remboursement de cette dette a lui aussi augmenté. Mais comment éviter la crise de la dette en Afrique subsaharienne? Nous en parlons sur ce plateau avec Jean Bidobé-Larrey. Vous êtes secrétaire général de l'Association pour une économie à visage humain, grand défenseur de la démocratie économique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Gaëtan. C'est tout un honneur. Je me réjouis de retrouver votre auguste plateau après un bon temps d'absence. Monsieur Larrey, quand on évoque la crise de la dette, à quoi fait-on concrètement allusion? Oui, merci. Quand on parle de la crise de la dette, il faut penser à une période qui s'ouvre peut-être pour un État souverain qui se retrouve à ne pas disposer des moyens financiers pour rembourser sa dette publique. Et dans le même temps, les prêteurs ou les créanciers le refusent de nouveaux prêts. Et donc, l'État se retrouve sans moyens pour subvenir aux besoins régaliens des citoyens. Au même moment qu'il a des dettes à rembourser, il n'a pas un sou pour rembourser. Donc, on se retrouve vraiment dans un cas où on peut parler de la crise de la dette. Maintenant, et dans la définition, je parle d'un État souverain qui manque à un moment de moyens pour payer. Où sont partis ces moyens? Alors, quand vous parlez de la dette, c'est une dette contractée envers qui? Oui, c'est une dette contractée envers les financiers internationaux. Voilà, un État souverain, normalement, un État souverain ne peut pas contracter les dettes, puisque le faire de l'argent est un acte de souveraineté. Mais ce fait que depuis quelques siècles, les États ont perdu ce privilège de faire de la monnaie et se retrouvent à être des emprunteurs d'argent. Ils sont devenus des signataires de dettes. Et le système est tel que l'argent qui leur est prêté à intérêt. Donc, doit être remboursé en plus du capital qui leur est prêté, de l'intérêt qui n'a pas été donné et qu'il faut payer. Et donc, nos États paient en fait les intérêts sur la dette. On ne peut pas payer la dette elle-même. Elle ne se paie pas. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Et donc, comme je pose la question, où seraient partis ces moyens? Des États se sont-ils retrouvés dans ces situations? Il y en a beaucoup qui sont retrouvés dans ces situations, pour ne pas dire tous les États. Aujourd'hui, peut-être, ou bien depuis un bon temps, les cas emblématiques se retrouvent en Europe, dans la zone euro, avec la Grèce, l'Italie, le Portugal, un certain nombre de pays. Et même chez nous, en Afrique, ce n'est pas peut-être aussi anodin qu'on retrouve des cas, des situations pareilles où l'État doit payer l'intérêt sur la dette, mais qui se retrouve à ne pas avoir de sous pour rembourser. Alors, vous évoquez le cas des pays européens de la zone euro. Ça veut dire qu'en Afrique subsaharienne, on est à l'abri. Nous, on a les moyens pour rembourser? On n'est pas encore à l'abri parce que c'est un cycle. Au fur et à mesure que la dette grossit, voilà, vous avez parlé du coût de remboursement, donc le coût de remboursement aussi grossit. Et à un moment, vous vous retrouvez dans un système où vous avez assez à payer les intérêts. Les intérêts même dépassent souvent le capital qui vous a été prêté. Donc, dans ces conditions, on n'arrive plus à rembourser. Donc, les États d'Afrique ne sont pas encore à ce niveau, mais ils y seront un jour. Alors maintenant, quelles sont les mesures à prendre pour éviter que les États n'en arrivent là? Les mesures à prendre, c'est hors du système monétaire international actuel, parce que si nous y restons, nous allons à coup sûr un jour y arriver. Ça, c'est indéniable. C'est un processus, nous nous conduisons progressivement vers là. Vous avez parlé de votre introduction, entre 2013 et 2023, oui, 22, voilà, le taux d'endettement a été doublé, quasiment doublé. Donc de 30, on se retrouve à près de 60. 60%. Ça veut dire que dans 10 ans encore, ça veut dire que on peut se retrouver à 90% d'endettement. Ça veut dire qu'un jour, on peut se retrouver à 100%, à 120, comme même en Grèce, on parle de 170, voire plus du taux d'endettement, du ratio d'endettement. Et quand on arrive à ces situations, voilà, il n'y a pas un rond pour payer, mais au même moment, vous avez besoin de l'argent. Et donc, on est en pleine crise d'endettement. Donc, pour revenir à votre question maintenant, comment faire? Les mesures à prendre chez nous.
Je l'ai dit tantôt, c'est hors du système. Dans le système, on ne peut pas s'en sortir. On y arrivera. Et maintenant, hors du système, il faut entrer dans un système sans dette. Alors, puisqu'on y est, alors faut-il éviter l'endettement ou prévenir la crise de la dette? Oui, je crois que la question tombe toute seule. Il faut plutôt éviter l'endettement. Parce que c'est l'endettement qui crée la crise de la dette. Du moment où on s'endette, on doit s'attendre un jour à entrer dans la crise de la dette. Et par le passé, les pays d'Afrique ont connu cela. Dans les années 70, avec le choc pétrolier, on a connu une situation où voilà, les créanciers nous demandaient de leur rembourser. On se retrouvait dans l'incapacité de le faire. Et donc, ce qui nous a conduit, entre autres, à adopter ce qu'on a appelé le programme d'ajustement structurel. Et donc, ils ont essayé de remonter la situation, mais ce que ça va revenir, donc c'est des choses à répétition. Ça va revenir, et quand ça va revenir de la plus grande manière. Et on se demande si on ne vivrait pas la situation de la Grèce et des autres pays de l'Europe. Alors, quand on cherche les causes, certains pointent du doigt l'inflation des prix. Alors, que peut-on faire pour endiguer le phénomène afin justement d'alléger le poids au niveau des populations? Oui, l'inflation est le fruit inhérent de la crise de la dette et même avant la crise de la dette, de l'endettement. Parce que l'inflation des prix, comme vous l'avez dit, c'est dû au fait que la dette gonfle. Donc le gouvernement doit gonfler les tasses pour pouvoir tenter de payer la dette, qui est mathématiquement impayable, il faut le souligner. Et en le faisant ainsi, ils gonflent les prix sur le marché, les commerçants, les détaillants, tous ceux qui doivent vendre ou revendre doivent grossir les prix et donc c'est le consommateur final qui se retrouve à payer le litre vide. Donc c'est le mal du système. Le mal est inhérent au système. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Il faut qu'on soit courageux de tracer une route hors du système. Corriger le système au mieux. Corriger le système en adoptant ce que nous proposons depuis des années et que nous continuons de proposer, les propositions financières de crédit social de la démocratie économique, qui seules nous sauveront de toute cette calamité économique que nous vivons, que nous allons encore vivre de la manière la plus grave dans les temps à venir, si vraiment rien n'est fait. Alors concrètement, est-ce qu'un pays peut aujourd'hui se passer de la dette? Ce n'est pas possible dans le système actuel. Si on refuse de s'endetter, on a signé un peu son ordre de décès parce que quand on ne s'endette pas, l'argent disparaît. On doit payer les dettes antérieures. Et pour payer les dettes antérieures, il faut pomper l'argent de la circulation. Et en le faisant, voilà, vous tentez de payer. Au même moment, vous ne renflouez pas. Et donc, vous allez vous retrouver à une situation où il y a plus de sous en circulation. Donc, imaginez une ville comme Lomé, sans sous en circulation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Absolument rien. Une économie sans sous, on se retrouve dans une espèce où c'est un homme sans le sang dans l'organisme. Donc, une personne qui n'a pas le sang dans l'organisme, cette personne-là est déjà cadavre. Et donc, une économie sans l'argent est une économie morte. Donc, on ne peut pas, dans le système actuel, ne pas s'endetter. On doit s'endetter. Mais ce n'est pas la solution. La bonne solution serait que l'État arrive à faire l'argent lui-même sans passer par l'endettement. Donc l'argent sans dette, nous appelons comme ça, argent sans dette, la monnaie sans dette. C'est possible, techniquement possible, la connaissance est là, la technique est là, mais il faut qu'on l'utilise pour vraiment libérer, durant le monde, libérer les citoyens de toute la servitude des financiers internationaux qui nous font souffrir. Alors quand vous parlez des servitudes, libérer nos États de ces servitudes, vous faites allusion à une souveraineté monétaire à laquelle vous appelez de tous vos voeux? Évidemment, la souveraineté monétaire, dans son sens plénier, pas un système où on a la possibilité d'avoir une monnaie nationale, mais pour des questions des importations, il faut aller signer des prêts au FMI, à la Banque mondiale. Non. L'État qui crée, qui contrôle la création d'argent par un organe indépendant. Nous avons des banques nationales dans les pays. Si nous qui sommes dans la zone CFA, on n'a pas peut-être des banques nationales, mais on a la représentation de la BCAO. Que la BCAO devienne un organe national et qu'elle fasse de l'argent pour l'État, finance les besoins de l'État, les dépenses publiques soient financées par une création monétaire sans emprunt. Et c'est possible. C'est ce qu'il faut faire. Sans quoi, les situations que les pays développés vivent, nous allons la vivre de la manière la plus grave, alors que nous ne sommes pas développés. Et dans le contexte actuel, faut-il rembourser ou plaider pour un effacement purement et simple de la dette? Oui,
Payer la dette est une question de justice. Si je vous dois, M. Gaëtan, je dois vous rembourser. Oui. Mais qu'un État se retrouve à devoir à des créanciers privés, je le répète, c'est même une double injustice. Parce qu'il appartient à l'État de faire de l'argent, de contrôler la création monétaire. On a enlevé à l'État ce pouvoir. Et on l'oblige à devenir signataire de dette. Et donc à payer les intérêts. Donc la solution, c'est qu'on efface la dette, puisqu'on ne doit pas. Thomas Sankara le disait, nous ne sommes pas responsables de la dette. On nous demande de payer. D'abord, on n'a même pas de quoi payer. Donc pourquoi nous demander ce qui n'existe pas? Parce que je disais, la dette ne peut pas être payée, elle est mathématiquement impayable, à cause du fait que en fait, c'est de l'argent fictif. Ça n'existe pas en fait. C'est pourquoi on paie en fait l'intérêt sur la dette. Et non la dette elle-même, elle ne peut pas être payée. L'argent que forme la dette publique n'existe pas. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité de redonner un ancrage à la politique budgétaire dans nos États? Oui, c'est une des mesures que le FMI propose pour qu'on n'arrive pas à une situation de crise de la dette. Mais le FMI est ce qu'il est. C'est un assassin financier. Il n'est pas notre partenaire dans le bon sens. Il est notre partenaire dans le mauvais sens. Donc c'est un assassin. Donc il ne peut que nous... En fait, c'est retarder la bombe. Mais il va s'exposer un jour. Ce n'est pas la solution. Donc on peut faire ça juste pour essayer de colmater des... Mais le fond est mauvais. Donc il faut vraiment rêver un jour à sortir ce système-là. Et certains plaident aussi pour une plus grande sollicitation des contribuables, en d'autres termes, accroître la mobilisation des recettes intérieures. Est-ce que vous partagez cette analyse? Je ne la partage pas parce que c'est encore appauvrir davantage la population. Parce qu'il faut élargir l'assiette fiscale ou prendre plus les recettes fiscales. Ce qui suppose que voilà, l'État, par les services fiscaux, vient enlever beaucoup de sous dans nos poches, nous rendant incapables de satisfaire nos besoins les plus élémentaires. Donc, ce n'est pas la bonne mesure. C'est ça qu'on appelle l'austérité budgétaire. Et cette austérité-là, elle est assassine. Elle est assassine à plusieurs degrés. Mais voilà, on nous pousse à ça. Nos États, nos gouvernements n'ont pas de choix. Ils sont obligés d'appliquer malgré eux, franchement, parce qu'ils vivent certaines réalités qu'ils ne peuvent pas nous dire. Ça, je le dis. Voilà. Donc, merci à vous, Monsieur Jean Bidobé-Larrey. Vous êtes secrétaire général de l'Association pour une économie à visage humain, défenseur de la démocratie économique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.